Une enchère inversée est une technique d'achat qui consiste à mettre différents fournisseurs en compétition sur une solution en ligne. Les vendeurs proposent leur prix à des prix décroissants qui baissent. Celui qui émet l'offre la plus basse remporte l'enchère. Principe de l'enchère. On réunit sur un même espace de travail électronique, donc un site internet pour faire simple, un nombre restreint de fournisseurs. Je dis restreint parce que il faut quand même onboarder les fournisseurs. Donc si vous invitez des dizaines ou des centaines de fournisseurs, vous allez galérer. Parce que chaque fournisseur, il va pas arriver à comprendre comment ça marche, il va falloir lui trouver un accès, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir maximum une dizaine de fournisseurs que vous invitez à votre enchère. Ces fournisseurs-là vont pouvoir déposer des offres tarifaires pendant un laps de temps court, en général moins de 2 heures. Ça peut durer plus longtemps, hein. En général moins de 2 heures. Vous permettez à chaque fournisseur ensuite de surenchérir, ou en vérité c'est de sous-enchérir, puisqu'à chaque fois ils vont faire une offre à la baisse, mais dans le temps imparti. Et vous permettez au fournisseur de connaître sa position par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est transparent. Alors, vous pouvez mettre une transparence qu'on appelle relative, c'est-à-dire qu'il ne connaît que son classement, ou une transparence absolue, c'est-à-dire qu'il connaît le prix de son concurrent. Alors sachez qu'il est très très rare de mettre de la transparence en montrant le nom du fournisseur concurrent. En général, vous mettez fournisseur A, B, C et D, et chaque fournisseur va mettre en face son offre, et vous allez voir votre rang par rapport à l'autre. Donc, dans le choix, vous avez plusieurs types d'enchères en fait qui existent. On va en parcourir les plus classiques. Donc, on appelle ça des types d'enchères utilisés. Vous pouvez mettre des prix de réserve, c'est-à-dire que vous, en tant qu'acheteur, vous dites voilà, si on n'atteint pas ce prix-là, on ne fera pas d'affaires entre nous. Ce prix de réserve, en général, il est confidentiel. Vous pouvez mettre un pourcentage minimum de baisse, c'est-à-dire que le fournisseur, mettons il fait une offre à 100 €, la prochaine offre, elle pourra être minimum que 2% moins chère. Donc la prochaine offre, elle peut être à 98 €, elle ne pourra pas être à 99%. Ça permet d'accélérer, ça évite d'avoir des offres à 100 €, puis 99,99 €, puis 99,98 €, etc. Ça accélère, on va dire, la négociation. Et vous pouvez mettre un laps de temps de relance de l'enchère. Ça, c'est un truc assez vicieux, mais qui est assez marrant. C'est-à-dire que quand vous mettez une horaire fixe de fin d'enchère inversée, mettons que votre enchère inversée, vous dites, voilà, à 16 heures, elle se termine. Si vous êtes un peu malin, vous allez attendre 15h59 pour faire une offre. Comme ça, vous verrez tous vos concurrents qui se sont battus tout seuls, et vous arrivez, et au dernier moment, vous mettez la dernière offre, avec un peu de bol, vous arrivez pile à 15h59 et 59 secondes, et c'est vous qui remportez l'enchère. Sauf que, vous, en tant qu'acheteur, vous êtes malin. Vous dites, voilà, si j'ai reçu une offre dans les 5 dernières minutes du temps alloué, je rajoute 5 minutes à l'appel d'offres, à l'enchère inversée. Donc, mon enchère, elle ne termine plus à 16 heures, elle termine à 16h05. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un fournisseur, un petit malin, qui va essayer de caser ça à la dernière seconde, parce que même s'il fait ça, ça rajoute 5 minutes pour tout le monde pour remettre une offre. Donc ça permet, vous voyez, de mettre quand même une sacrée pression aux fournisseurs. Alors, dans les prérequis d'une enchère inversée, vous avez d'abord la communication. Les fournisseurs, vous imaginez même qu'ils n'aiment pas trop ce type de négociation. Il n'y a pas de relation humaine. Ils ne peuvent pas démontrer leur valeur ajoutée, leur qualité, donc tout ce qui est extra-financier. Alors normalement, vous l'avez qualifié avant, hein, mais c'est contre-intuitif en termes humains. Vous cassez cette relation humaine. Donc il va falloir bien communiquer. Ensuite, il va falloir former des fournisseurs. Les fournisseurs ne savent pas utiliser vos outils d'enchère inversée. Donc il va falloir leur montrer comment ça fonctionne, comment se connecter, comment gérer l'enchère inversée elle-même. Vous allez devoir définir des règles d'éthique et vous appliquer vous-même des règles d'éthique. Parce qu'il est très facile aussi, vous, en tant qu'acheteur, de tricher. Quand je dis tricher, c'est-à-dire que vous créez un faux compte fournisseur qui va à chaque fois sous-enchérir. Donc ça, c'est pas du tout éthique, c'est très mal vu, et ça vous grille complètement du secteur si vous le faites. Il n'empêche que c'est déjà arrivé. Et vous devez impliquer la hiérarchie dans votre entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'accord de toutes les parties prenantes dans votre entreprise pour lancer une partie d'enchère inversée. Vous avez certaines catégories d'achats
où il est assez malvenu de faire une enchère inversée. Politiquement, j'entends. C'est-à-dire que ça marcherait en théorie, mais en pratique, si vous lancez une enchère inversée sur des avocats, par exemple, en pratique, ça marche très bien. Mais dans la réalité humaine, les relations interpersonnelles entre l'entreprise et son avocat fait qu'il est très difficile de mettre des avocats dans une enchère inversée. Donc, c'est faisable en théorie, c'est peu pratiqué dans les faits. Les résultats de la négociation doivent permettre à l'acheteur donc de concilier l'objectif économique et la sécurité des approvisionnements. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le moins 10 ans juste parce qu'il est le moins cher. Vous devez toujours pondérer le prix avec la qualité du produit qui est commandé. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur les étapes de RFI, RFP, RFQ, parce que quand vous arrivez à la fin de la RFP, les fournisseurs que vous sélectionnez doivent normalement répondre à 100% à vos critères de qualité. Et c'est les RFQ qui va déterminer les critères de prix. Et côté fournisseur, ils doivent accepter le contrat. Le contrat doit être d'ailleurs négocié avant l'appel d'offres, parce que si vous négociez un prix, mais que le contrat n'est pas validé, le prix n'a pas beaucoup de valeur. Il suffit que dans le contrat, ils disent qu'il a 0 responsabilité sur tout ce qu'il vous livre. Il peut très bien vous livrer un truc à 1 € à la place de 10 000 €. S'il a 0 responsabilité, ça ne le gênera pas. Et assurer le développement de l'entreprise. C'est-à-dire que le but, c'est pas non plus de mettre le fournisseur en faillite en le pressurisant trop sur ses prix. Vous, de votre côté, vous devez avoir une certaine continuité de relation avec le fournisseur. Il est quand même plus facile de travailler avec un fournisseur historique que de changer de fournisseur tous les 2 mois parce que vous le mettez en faillite systématiquement. Le format de l'appel d'offres sera déterminé par donc, le nombre de fournisseurs invités. Je vous encourage à ne pas en mettre trop. L'écart entre les offres, la situation du marché. Et des marchés qui sont en telle tension que l'enchère inversée ne va pas être possible, va pas être opportune parce que les fournisseurs sont en position dominante. Donc ils vont vous dire: «Non mais attendez, moi je ne prends pas de temps à aller sur votre outil. Mon offre, vous la prenez ou vous partez, vous allez ailleurs». Et vous n'avez parfois pas le choix. Donc les critères de choix, déterminer est-ce que c'est le prix seulement ou est-ce que c'est le prix plus le niveau de qualité, plus le délai, plus tous les autres critères. Et là, soyez suffisamment transparent avec les fournisseurs pour donner vos pondérations. Je dis voilà, le prix correspond à 20% de votre note totale. Les éventuelles pondérations, là, je viens de le dire. Alors maintenant, il existe plusieurs types d'enchères. Je vais vous en citer 3. L'enchère hollandaise, l'enchère anglaise, l'enchère hollandaise et l'enchère japonaise. Alors, je vais rentrer directement dessus, ça sera plus parlant. L'enchère anglaise, c'est la plus connue, en fait. C'est l'enchère, vous voyez, c'est un moyen efficace de maximiser la valeur pour l'acheteur en créant un environnement de compétition ouvert entre les fournisseurs. Le principe de l'enchère anglaise, c'est une enchère descendante. C'est-à-dire que le prix commence à un niveau élevé. Généralement, c'est la première offre que vous a fait le fournisseur. Et ensuite, chaque fournisseur va proposer une nouvelle offre. Toujours à la baisse. C'est-à-dire que l'outil ne permet pas à un fournisseur de faire une offre plus élevée que l'offre précédente. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez la première offre du fournisseur qui est en rouge. Là, les petits points de couleur, en fait, ça correspond aux différents noms des fournisseurs. Et vous avez le nom des fournisseurs, fournisseur bleu, fournisseur vert, fournisseur rouge. Et chaque fournisseur va se battre dans un temps limité, 1 heure, 2 heures, et à chaque fois à la baisse. Et finalement, c'est le dernier qui fait son offre ici, qui remporte le contrat. Cela garantit une compétition continue et l'amélioration des conditions d'achat. L'enchère s'arrête quand il n'y a plus d'offres. C'est-à-dire quand le dernier fournisseur a fait son offre, ici à 650 000, si il n'y a plus d'offres dans le temps que vous allouez, c'est le dernier qui remporte l'appel d'offres. Est-ce que vous avez des questions sur cette première méthode d'enchère? Allez, je passe à la suivante. L'enchère hollandaise, elle vient de Hollande parce qu'en fait, c'est une technique qui est utilisée encore aujourd'hui pour le marché des fleurs. Vous savez, en Hollande, c'est le plus gros marché d'achat et de vente de fleurs qui vont chez les fleuristes, etc. Et c'est cette méthode qu'ils utilisent encore aujourd'hui pour vendre des fleurs sur les marchés d'intérêt national. Donc l'enchère hollandaise est une méthode d'enchère distinctive où les prix augmentent, cette fois-ci,
à des intervalles réguliers jusqu'à qu'un fournisseur accepte l'offre proposée. Donc dans ce cas-là, l'enchère commence à un prix bas, très bas, et augmente progressivement à intervalles réguliers, selon les paramètres que vous avez définis. Le fournisseur retenu, c'est celui qui accepte une offre le premier. C'est-à-dire vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, hop, 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 et puis là, boum, vous avez le fournisseur bleu ici, qui dit « Ok, moi, à ce prix-là, j'accepte ». C'est le premier qui accepte. C'est-à-dire que si les autres étaient intéressés aussi par cette offre, c'est trop tard, ils n'avaient qu'à appuyer avant. Donc là, l'avantage, c'est que ça va encore plus vite. D'ailleurs, je vous invite à regarder des vidéos des enchères hollandaises. Tapez-le sur YouTube. Enchères hollandaises fleurs. C'est délirant la vitesse à laquelle ça va. Les chariots, ils passent devant une estrade avec les acheteurs. Et le temps qui passe, c'est-à-dire que le gars, il passe avec ses chariots de fleurs. Et le temps qui passe, vous avez cette courbe qui apparaît. Le prix monte, il monte, il monte, il monte. Puis d'un coup, vous avez un gars qui dit « j'achète ». Ça part. Et ainsi de suite. Et ça part à une vitesse délirante. Donc là, la négociation, elle est presque instantanée. Vous voyez, là, d'ailleurs, on a les minutes. Vous voyez, ça a commencé à 10h50. Ça s'est terminé ici à 11h25. Celle-ci a été assez longue. D'accord? Mais vous voyez, des fois, ça se fait vraiment en une seconde, quoi. Ça pas chaque seconde, l'intervalle augmente. Donc ça, c'est l'enchère hollandaise. L'enchère japonaise, cette fois-ci, encore une technique différente. L'enchère japonaise est une méthode d'enchère descendante où le prix diminue à intervalles réguliers selon des paramètres prédéfinis. Donc c'est un peu le principe de l'enchère hollandaise, mais cette fois-ci, au lieu d'augmenter, c'est vous qui définissez les intervalles où ça va baisser. L'enchère commence à un prix plus élevé, il diminue progressivement à des intervalles réguliers, et cela permet de maintenir un rythme contrôlé et prévisible pour les enchères. Pareil, vous contrôlez le temps. Les fournisseurs valident les paliers, c'est-à-dire qu'à chaque palier de prix proposé, les fournisseurs doivent confirmer l'acceptation sur le nouveau prix qui est proposé. Vous voyez ici, premier palier, on a les 3 fournisseurs qui acceptent. Le palier suivant, les 3 fournisseurs acceptent. Ici, on voit qu'il ne reste que 2 fournisseurs, c'est-à-dire qu'il y a un fournisseur qui a abandonné. Un fournisseur qui dit non, j'arrête, c'est pas assez cher pour moi. On continue. 2 fournisseurs qui acceptent, ils acceptent, ils acceptent, ils acceptent. Et là, on voit qu'à ce palier, il n'y a plus qu'un seul fournisseur qui a accepté. Donc, c'est ce fournisseur-là, le fournisseur rouge, qui va remporter l'appel d'offres. Donc, le fournisseur gagnant est celui qui n'a pas refusé le dernier palier. Cela favorise une stratégie de persévérance et de calcul précis des coûts. Vous voyez, et il en existe d'autres de type d'enchères. Là, je vous ai montré les 3 principales que vous devez adapter en fait en fonction du marché sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que tous les marchés ne vont pas être adaptés selon le type d'enchère disponible. À vous de voir, selon le marché, si vous avez besoin de mettre en place une enchère. Et il y a des marchés qui ne seront pas du tout adaptés à des enchères inversées aussi, qu'on soit clair. C'est pas utilisé dans tous les cas. Pour faire simple, une enchère inversée est très utile pour tous les produits standards. Les produits, finalement, que vous trouvez sur étagère, qui ont très peu de caractéristiques distinctives d'un fournisseur à un autre. Vous achetez un produit, c'est le même, quel qu'il soit. Je sais pas, on va prendre un produit très simple, une ramette de papier. Une fois que vous avez défini la taille, le grammage, etc., quel que soit le fournisseur qui vous donne du papier, ça va être la même chose. Donc là, il n'y a que le prix qui fait la différence. Donc à vous de juger selon vos catégories d'achat. Ça marche aussi quand même pour des prestations de services qui sont suffisamment bien documentées. Par exemple, le nettoyage des locaux. Si vous avez un cahier des charges qui est très clair, vous pouvez passer en appel d'offres, puisqu'après, la seule différence, c'est le prix. Quand vous avez dit il faut vider la corbeille de papier une fois par jour, passer l'aspirateur et passer la serpillière une fois tous les 2 jours, bon, voilà, c'est fait, c'est pas fait, quoi. Donc après, c'est que le prix qui fait la différence. Donc, rapidement, un petit exemple, je pense que vous avez bien compris, puisque vous n'avez pas de questions. Vous invitez vos fournisseurs, donc tous les fournisseurs commencent avec le prix de leurs dernières offres, donc c'est vous qui configurez leurs dernières offres. L'enchère commence à 13h, elle doit se terminer à 16h. La réduction des prix se fait par incrément de 50 centimes pour être valide, c'est-à-dire que le fournisseur ne peut proposer ici une nouvelle offre que s'il fait une offre avec qui est inférieure de 50 centimes par rapport à la précédente. Dans ce cas, le fournisseur A remporte l'enchère avec un prix de 9 francs suisses.
car le prix final est inférieur aux autres offres. Et là, on voit donc la valeur ajoutée de l'enchère se calcule comme suit. Vous avez le prix initial du fournisseur A, le prix final du fournisseur A sur lequel il a été sélectionné. Ça représente donc une baisse de 2,5 francs, soit 22% d'économie. Donc vous avez fait une négociation qui vous a permis de générer 22% d'économie dans ce cas-là. Visibilité des informations pour les soumissionnaires. Donc la visibilité des informations lors d'une enchère inversée est cruciale. C'est vous qui la définissez. C'est vous qui souhaitez mettre en lumière, en transparence, si vous souhaitez mettre le prix. Par exemple, est-ce que les concurrents voient le prix final? Le prix de leurs concurrents notamment. La priorité sur le service. C'est-à-dire que vous devez bien entendu ne pas vous focaliser que sur le prix. Le prix est un point de la sélection. Vous devez être clair avec les fournisseurs et vous devez leur dire si le prix est le point unique, ce qui peut être le cas dans certains cas. À la remettre de papier, vous pouvez leur dire non mais il n'y a que le prix qui compte. Ça, le gars, il sait qu'à la fin, s'il a fait l'offre la moins chère, il est sûr d'être sélectionné. Mais dans d'autres cas, il faut dire aux fournisseurs, attention, le prix n'est pas le seul critère. Comme ça, les fournisseurs peuvent vous faire le meilleur prix, mais eux peuvent décider qu'ils pensent avoir fait une offre qualitative supérieure à la concurrence, et ça va justifier le fait qu'eux ne veulent pas aller à des prix trop bas. Et ça, moi, ça m'est arrivé quand j'ai lancé des appels d'offres, j'avais des critères de pondération, j'avais un critère de pondération sur le prix, ce n'est pas le moins 10 qui a gagné, c'est peut-être le deuxième ou le troisième qui a remporté, parce que dans ma moyenne globale, il avait une qualité produit qui était supérieure. Et après, vous pouvez faire des allotissements. Un allotissement, c'est-à-dire vous créez des lots, par exemple, vous êtes dans toujours le nettoyage, vous avez une grande surface à nettoyer, vous allez pouvoir sélectionner le gars qui va nettoyer que la partie entrepôt, l'autre que les bureaux, l'autre que le parking, etc. Donc, vous faites des allotissements. Donc, comme ça, vous obtenez le meilleur prix pour chaque lot, sans forcément avoir une moyenne globale qui fait que d'un côté, vous y gagnez, puis si vous gardez le même fournisseur, vous y perdez de l'autre. Donc, l'objectif, c'est que quand vous êtes sur un sourcing traditionnel, avec de la négo traditionnelle, ça prend énormément de temps. Et pour éviter que ça prenne du temps, généralement, vous sélectionnez moins de fournisseurs, ça vous fait moins de travail d'analyse, vous invitez moins de fournisseurs en négociation en face à face, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de négocier avec 20 fournisseurs à la fois, vous allez passer l'année entière. Donc, en général, vous négociez avec 2, 3, 4 fournisseurs maximum en face à face. Donc, vous voyez, sourcing traditionnel, vous invitez une vingtaine de fournisseurs et vous faites du face-à-face, donc de la négo pure avec 3, et vous en sélectionnez un. L'avantage de l'e-sourcing, c'est que vous allez pouvoir inviter beaucoup plus de fournisseurs puisque vous automatisez l'appel d'offres, vous automatisez les critères de sélection et vous automatisez même la négociation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir inviter 2 fois plus de fournisseurs, dans cet exemple. Vous allez pouvoir en sélectionner beaucoup plus dans la partie appel d'offres. Donc, appel d'offres et négociation, vous les mettez en enchère inversée. Cette fois-ci, vous, que vous gériez en enchère inversée 3 fournisseurs ou 10 ou 20 fournisseurs, ça vous prend quasiment le même temps. Vous ne passez pas 1 heure ou 2 en entretien avec eux. Et vous allez donc optimiser encore plus votre dernier fournisseur. Et d'ailleurs, moi, ce que je recommande souvent, c'est que l'enchère inversée ne veut pas dire que vous éliminez complètement la négociation en face à face. Là, le gros avantage de l'enchère inversée, c'est que ça vous permet en fait d'avoir, comme ici, les 3 derniers fournisseurs, mais les 3 derniers fournisseurs qui vous ont fait non seulement la meilleure offre technique, la meilleure qualité, le meilleur service, le meilleur délai, mais vous avez déjà 90% du prix qui est négocié, peut-être même 99% du prix qui est négocié. Et donc, quand vous les prenez en face à face, vous négociez le reste. La fin des conditions contractuelles, la partie RFA, une partie de qualité complémentaire, etc. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien faire de l'enchère inversée et de la négociation en face à face, mais comme vous avez optimisé toute la phase amont, vous allez être bien plus efficace à la fin.